Et salut à toi, on se retrouve dans cet épisode numéro 8 du podcast. Et dans celui-ci, je vais te parler du Nutri-Score. Donc, au niveau du plan, comment ça va se passer dans ce podcast? Alors, je vais t'expliquer en fait de vraiment le Nutri-Score, de pourquoi il ne faut pas s'y fier. Donc, tu as déjà la réponse, mais je vais justement t'expliquer pourquoi les différents arguments qui font que le Nutri-Score n'est vraiment pas quelque chose auquel il faut s'y fier, auquel il faut faire confiance. Et après, bien sûr, je vais donner les solutions alternatives pour pouvoir, on va dire, remplacer ce Nutri-Score et choisir justement les aliments correctement, puisque c'est normalement la fonction du Nutri-Score. Donc, dans un premier temps, je vais te parler du premier problème qui sera lié à tout ce qui est quantité. Le deuxième point aussi, ça va lier à tout ce qui est les différents éléments qui ont un petit peu, qui sont mal pris en compte. Donc, je vais parler notamment du sucre, mais également de d'autres éléments. Je vais ensuite parler dans un troisième temps de tout ce qui est des additifs, donc tout ce qui est produit dont on ne parle pas en fait suffisamment dans le Nutri-Score. Et enfin, du coup, je vais parler de la solution la plus fiable pour pouvoir choisir ses aliments correctement. Donc, maintenant que tout est présenté, un petit peu le plan, comment on va faire, etc., eh bien, on commence tout de suite. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le Nutri-Score pour ceux qui ne savent peut-être pas? Eh bien, le Nutri-Score, en fait, c'est un système de notation qui a été instauré il y a de cela quelques années et qui maintenant est, il me semble, obligatoire sur les aliments. Donc, c'est un système de score qui s'affiche avec des lettres. Donc, la fameuse barre une fameuse barre avec un A, un B, un C, un D et un E avec des couleurs différentes, donc variant du vert pour le A jusqu'au rouge pour le E. Et en fait, chaque aliment possède une lettre, donc est noté en fonction d'une de ces 5 lettres. Et évidemment, si l'aliment a une note qui est égale à A, ça veut dire qu'il est bon. Et s'il a une note égale à E, ça veut dire qu'il est très mauvais. Donc en fait, ce système est fait pour à partir de simples couleurs, juste de lettres, de donner une indication au consommateur avant qu'il achète le produit pour savoir si l'aliment est bon ou pas pour sa santé. Alors en soi, le système est bien, c'est très bien d'avoir fait un système comme ça, mais évidemment il faut se douter que ce n'est pas quelque chose de fiable, puisque forcément derrière tout ça, il y a aussi le système agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire en fait qui rentre en jeu, puisque maintenant c'est devenu le Nutri-Score quelque chose d'obligatoire pour les produits, donc c'est obligé de mettre un Nutri-Score sur son produit. Eh bien forcément, le Nutri-Score n'est pas fiable parce que s'il aurait été fiable, il y aurait beaucoup de grosses marques qui ont un gros pouvoir au niveau de l'argent, etc., qui se seraient fait complètement lyncher pour une partie de leur clientèle, donc c'est-à-dire les gens qui veulent faire attention à leur santé, et donc forcément on se doute bien qu'il y a un petit problème avec ce Nutri-Score. Donc je vais te parler à partir de tout de suite là les différents problèmes qu'il y a, et le premier problème que je voudrais parler c'est la quantité. Alors, le problème de la quantité, c'est très simple à comprendre. C'est-à-dire que le Nutri-Score, c'est une note qui est mise en fonction d'une quantité. Donc la quantité qui est prise, c'est en fonction des 100 grammes. C'est-à-dire en fait qu'on note l'aliment pour 100 grammes de cet aliment consommé. Le gros problème, c'est que ça ne prend pas en fait en compte l'aliment en lui-même. Quand je dis ça, en fait, c'est-à-dire qu'un aliment, on ne mange pas forcément 100 grammes de celui-ci lors d'un repas. Je prends un exemple. Par exemple, des pâtes, on peut en manger 100 grammes lors d'un repas. Donc là, ça veut dire que, pourquoi pas, on va dire que c'est fiable. Si la notation des pâtes a été faite sur une quantité qui est égale à 100 grammes, là, la notation est plutôt correcte. Puisque c'est une quantité qui paraît raisonnable lors d'un repas. Le problème, c'est quand en fait cette notation justement elle intervient avec des produits qu'on ne mange jamais en très grosse quantité. Par exemple du beurre, par exemple des noix, des noix de cajou, des cacahuètes, bref, toutes ces choses-là, les huiles, etc. En fait, tout ça, ce sont des aliments qu'on mange en relativement faible quantité pour diverses raisons. Par exemple, le beurre, si on utilise ça pour la cuisson, évidemment qu'on va pas mettre 100 grammes de beurre dans la casserole ou dans la poêle. Si on mange des cacahuètes en entrée, bien sûr que non, on va pas manger 100 grammes de cacahuètes en entrée avant de manger son plat. Enfin bref, en fait, le problème c'est que là, il y a un manque de contexte, il y a un manque d'individualisation des aliments, on peut dire, et ça fait que, en fait, la notation est faite sur une quantité qui est beaucoup trop élevée par rapport à la quantité qui est, on va dire, euh,
qui est, on va dire, normale de l'aliment. Donc c'est-à-dire en fait que, reprenons l'exemple du beurre et des cacahuètes, les cacahuètes et le beurre se font complètement lyncher sur la note, c'est-à-dire qu'ils ont une note très mauvaise, puisque évidemment le Nutri-Score affirme que c'est très calorique au 100 grammes, puisqu'il affirme également qu'il y a des composants qui ne sont pas ouf, qu'il y a trop de quantitatif de certains composants dans ces aliments au 100 grammes, etc. Mais en fait, ça, c'est quelque chose de logique. Le Nutri-Score, c'est une notation qui se fait de manière, on va dire, une fois que les différentes règles sont mises en place, en fait, c'est une notation qui se fait automatiquement. Donc évidemment, vu qu'il n'y a pas le contexte de placer avec l'aliment qui va se faire noter, les aliments peuvent se faire très mal noter alors qu'ils ne sont pas du tout mauvais. Autrement dit, 100 grammes de beurre, évidemment, manger 100 grammes de beurre d'un coup, c'est mauvais à long terme. Par contre, manger 10 grammes de beurre comme ça peut être très bénéfique. Donc, encore une fois, là, dans ce premier problème qui est la quantité, eh bien, en fait, il y a un manque de contexte dans le Nutri-Score qui fait que ça pose problème au niveau de sa fiabilité. Donc, évidemment, j'ai vite fait introduit l'histoire de, voilà, il y avait des éléments dans le beurre qui en trop grosse quantité. Alors, quand je parle ici, en fait, c'est que le Nutri-Score, il pénalise différents éléments que l'on connaît un peu tous. Il les pénalise de façon à dire en fait que ces éléments sont mauvais de base pour notre santé, ce qui est déjà faux. Et en fait, ces éléments, donc là je vais en prendre deux, ce sont les deux vraiment qui se font complètement lyncher. Bon, après il y a un troisième. Par le Nutri-Score, c'est le sucre, les acides gras saturés, donc les AGS, et puis également le sel. Donc ces trois éléments-là se font complètement pénalisé par le Nutri-Score. C'est-à-dire que, reprenons l'exemple du beurre, le beurre c'est un aliment qui est solide, ce qui signifie en fait que les lipides qui composent le beurre sont majoritairement des acides gras saturés, c'est-à-dire des acides gras qui sont stables. Et en fait, ces acides gras saturés ont une très mauvaise réputation. Peut-être que tu te dis que c'est mauvais pour ta santé encore aujourd'hui, et pourtant ce n'est pas le cas. Les acides gras saturés, on a tendance à dire, voilà, ne pas limiter les 25 grammes par jour de consommation, sinon on a des maladies cardiovasculaires liées notamment au cholestérol, on a tendance à parler. Mais sauf que en fait tout ça c'est plutôt faux. Encore une fois, c'est une histoire de quantité. Manger des acides gras saturés en excès c'est mauvais, mais ça a beaucoup de bénéfices les acides gras saturés, et ça en a d'ailleurs des bénéfices que les acides gras polyinsaturés et autres n'ont pas, notamment pour le fonctionnement thyroïdien ou autre. Donc tout ça pour dire que le Nutri-Score blâme des éléments en fait qui ne devraient pas être blâmés. C'est pareil pour le sucre. Le sucre en soi c'est quelque chose de naturel. Bien sûr, manger 100 grammes de sucre c'est pas bon, mais manger 10 grammes, même 10 grammes de sucre blanc, ça va pas nous tuer. Même s'il y a pas énormément de minéraux ou quoi, ça va pas nous tuer. Donc ce sont en fait des éléments qui se font vraiment blâmer pour rien. Et donc vu que le beurre contient beaucoup d'acides gras saturés au 100 grammes, il en contient, alors je ne saurais pas dire une donnée exacte, ça dépend du beurre aussi, mais il en contient une quantité suffisamment grande pour que le Nutri-Score dise à la fois que le beurre contient trop de sel justement, donc voilà, ça contient trop de sel, c'est pas bon pour la santé, etc. Contient trop d'acides gras saturés et il est trop calorique aussi, donc le beurre en fait perd beaucoup de points, on va dire, au niveau de la notation là-dessus, alors que ça pose absolument pas de problème, puisque on en a déjà parlé, mais pour le beurre, il faut se dire qu'on mange 10 grammes de beurre d'un coup, pourquoi pas, mais pas 100 grammes de beurre, donc encore une fois, c'est quelque chose qui pose un gros problème au niveau du Nutri-Score. Donc voilà, deuxième point, c'est vraiment le fait en fait que le Nutri-Score blâme des éléments qui ne devraient pas être blâmés. Donc je répète, c'est le sucre, les acides gras saturés et le sel. Alors le sel, c'est pareil, c'est pas mauvais en soi, ça dépend le sel. Malheureusement, la plupart du sel qu'on trouve dans les aliments est mauvais, puisque là c'est un type de sel qui est vraiment mis par l'industrie volontairement pour créer un effet d'addiction. Mais le sel que l'on trouve naturellement dans des aliments, notamment les aliments de la mer, n'est pas du tout mauvais. Le sel iodé par exemple est un sel qui est très intéressant pour l'activité métabolique. Donc c'est encore une fois un élément qu'il ne faut pas blâmer. Le problème c'est que le Nutri-Score le blâme et donc il renforce le mythe, enfin les mythes plutôt, que le sucre, les acides gras saturés et le sel c'est mauvais pour la santé, qu'il faut les éviter, et donc évidemment ça n'arrange rien. Donc ça c'était le deuxième point.
Alors le troisième point maintenant, c'est pour moi le plus problématique. Donc c'est le troisième point le troisième problème que je vais lister avec ce Nutri-Score. Ça va déjà amplement suffire pour dire que le Nutri-Score est un réel problème et qu'il n'est pas du tout fiable. C'est tout simplement le fait que le Nutri-Score ne considère pas les additifs. Alors ça, c'est un problème qui me gêne beaucoup parce qu'en fait là, comment dire. Là en fait, c'est ce qui me dérange, c'est que le fait que ça soit absent. C'est-à-dire en fait que le Nutri-Score, de manière volontaire, l'industrie a fait que le Nutri-Score ne prenne pas en compte dans sa notation tous les additifs qu'il pourrait y avoir dans un aliment. C'est-à-dire que du beurre, reprenons l'exemple du beurre, on y était déjà, du beurre qui a du coup une quantité élevée d'acides gras saturés au 100 grammes, également pas mal de sel, et qui est fortement calorique, aura une note beaucoup moins bonne que par exemple, je ne sais pas par quoi comparer, mais que par exemple un aliment ultra transformé qui n'a pas beaucoup de sel, qui n'a pas beaucoup d'acides gras saturés, mais par contre qui a beaucoup d'additifs pour remplacer par exemple l'effet du sucre, l'effet du sel, etc. Donc ça en fait c'est un gros problème parce que du coup ça fait que l'industrie en fait grâce à cet aspect qui est que le Nutri-Score ne considère pas les additifs fait en fait que l'industrie triche, clairement. C'est vraiment ça le mot. C'est que l'industrie, en fait, elle triche sur cette notation pour pouvoir paraître bien. C'est-à-dire, en fait, mettons une grosse marque d'aliments ultra transformés, je ne citerai pas forcément de nom, mais elle va décider voilà, de faire un nouveau produit. Et en fait, ce nouveau produit, elle va en fait le créer en fonction du Nutri-Score. Par exemple, un produit qui est peu calorique, le Nutri-Score le valorise bien. Donc, elle va se dire, ok, je dois faire un produit qui est relativement peu calorique au 100 grammes. Ensuite, elle sait que le sucre, les acides gras saturés et le sel est bien blâmé par le Nutri-Score. Donc, du coup, elle va tout faire pour pouvoir minimiser les quantités de ces trois éléments. Et à la place de ça, évidemment, parce que le but pour l'industrie, du moins l'industrie qui veut faire du chiffre dans l'agroalimentaire, c'est de rendre le consommateur, on va dire, addict au produit pour qu'il puisse revenir en magasin, en racheter et à long terme faire beaucoup de profit à l'entreprise. Donc, évidemment, vu qu'il n'y a pas ces éléments, donc le sucre, le sel et beaucoup de gras, qui, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, combiner, créer le Bliss Point, qui est un effet d'addiction en fait qui est créé volontairement par l'industrie, donc c'est un effet artificiel on peut dire, et non pas naturel, donc le sucre ne rend pas addict tout seul. Enfin bref, ça c'est un autre sujet, j'en parlerai dans un autre épisode de podcast dans les prochains, je ne sais pas encore quand. Mais enfin bref, tout ça pour dire que l'industrie va tout faire en fait pour créer cet effet d'addiction, donc le Bliss Point, de manière à le faire juste avec des additifs. Parce que oui, les additifs ont plusieurs fonctions. Donc il existe plusieurs, on va dire, types d'additifs. Et par exemple, il y a des additifs qui permettent d'ajouter une texture. Donc ça remplace, on va dire, un petit peu le gras qu'il pourrait y avoir dans les aliments. Il y a des additifs qui rajoutent un effet en fait sucrant, donc les édulcorants notamment. Et puis il y a des additifs aussi qui peuvent remplacer un petit peu le sel, on va dire. Donc j'ai pas d'idée en tête là, mais enfin bref, tout ça pour dire que les additifs peuvent très bien remplacer à eux-mêmes les différents éléments qui ont été enlevés pour pouvoir, de façon en fait à favoriser la bonne note que va donner le Nutri-Score à cet aliment ultra transformé, je le rappelle. Donc, en fait, le problème c'est que les additifs, ils sont tous mauvais pour la santé. Les édulcorants, pareil. On a tendance à dire voilà, le sucre est mauvais, sauf que si à chaque fois que tu veux prendre du sucre, tu mets des édulcorants à la place, crois-moi que ta santé va prendre bien plus tarif avec des édulcorants qu'avec du sucre. Ça, c'est sûr. Donc, là, le problème, c'est vraiment qu'il y a une absence de considération. C'est-à-dire qu'un aliment qui est sain, on va dire, qui est naturel, du beurre, etc., va avoir une note qui est égale à D, c'est-à-dire une note qui est vraiment mauvaise. Alors qu'un aliment ultra transformé, qui a justement pas de sucre, parce que c'est fait volontairement, qui a pas de sucre, qui a pas de sel, qui a pas d'acide gras saturé, qui est relativement peu calorique, mais par contre qui a, mettons, 7 additifs, il va avoir une très bonne note. Il va peut-être avoir un A ou un B. Donc, à partir de là, on se dit tout de suite qu'il y a un gros problème, et c'est pour ça que je voulais finir sur ce troisième problème, puisque pour moi, c'est vraiment le plus problématique, en fait, clairement. Donc,
Maintenant que j'ai, on va dire, lynché le Nutri-Score et que tu sais à présent que ce n'est pas du tout fiable et qu'il faut ne plus du tout s'y fier, donc même plus regarder la note qu'a l'aliment, parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, hein, c'est que certains aliments qui sont super bons pour la santé ont une note qui est D ou E, alors que des aliments qui ont une note de A ou de B sont très mauvais pour la santé. Quand je vois par exemple que des céréales Choc-à-Pic notées bio dessus. Alors déjà, ça me fait bien rire. Enfin, l'histoire du bio, j'en parlerai peut-être dans un épisode. Des Choc-à-Pic bio ont une note qui est égale à A, alors que du beurre a une note de D. Là, on se dit déjà qu'il y a un problème. Si on s'y connaît en nutrition, on se dit déjà qu'il y a un gros problème. Enfin bref. Du coup, maintenant, ce que tu dois te dire, c'est ok, mais du coup, comment je fais? Si je dois pas me fier enfin, si je dois pas me fier au Nutri-Score, qu'est-ce que je fais? Alors, très simple, on en parle souvent, il faut se fier aux étiquettes. Les étiquettes, en fait, c'est clairement on va dire la partie de l'emballage qui ne peut pas mentir. C'est-à-dire que le packaging des aliments, bah, l'industrie, on va dire, peut mentir. Elle peut ajouter des couleurs qui paraissent saines, etc., alors que le produit ne l'est pas. Voilà, elle peut mettre tout ce qu'elle veut en fait sur l'emballage pour que ça puisse justement paraître bien. Mais le seul truc vraiment où elle ne peut pas jouer, que ce soit sur les mots, que ce soit sur le visuel ou quoi, c'est vraiment l'étiquette, c'est-à-dire les ingrédients. Quand je parle de l'étiquette, je parle vraiment des ingrédients, la liste des ingrédients. Ça c'est très important. Alors, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est pas regarder le tableau des valeurs caloriques d'un aliment. Parce que ça, c'est à côté de la liste des ingrédients. Et ça, en fait, ça peut vite tromper. C'est-à-dire que la plupart des gens, je remarque, quand ils vont au magasin et qu'ils veulent choisir un aliment et qu'ils ne regardent pas le Nutri-Score, en fait, la deuxième chose qu'ils regardent, évidemment en dehors de l'emballage, hein, parce que ça, c'est la première chose qu'on regarde forcément, euh, en fait, c'est le tableau des calories, les valeurs nutritionnelles, etc. Ça, c'est une erreur parce qu'en fait, si on voit que l'aliment, par exemple, est peu calorique, on voit il y a peu de sucre et tout ça, on se dit, bah vas-y, c'est super et tout. Sauf qu'en fait, le gros problème, comme je l'ai expliqué avec les additifs, c'est que, en fait, ce tableau-là, il ne dit pas s'il y a 36 000 additifs ou pas. Donc encore une fois, c'est un tableau qui peut vite dissimuler la vérité. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Donc, plus qu'une solution à ça, ça va être la liste des ingrédients. Alors, la liste des ingrédients, clairement, le but, c'est pas de devenir un expert, c'est pas de devenir un gros expert au niveau de la liste des ingrédients, à savoir, voilà, ça, ce mot farfelu, etc., c'est ça, c'est pas bon, c'est bon. Enfin, non, le but, c'est pas ça. Il y a deux grandes étapes à. En fait, il y a à chaque fois qu'on me demande, voilà, est-ce que tu auras un conseil pour lire correctement les listes des ingrédients, la liste des ingrédients. Moi, en fait, j'ai deux étapes. Pour moi, il y a deux règles à respecter, ou du moins deux étapes à connaître pour pouvoir vraiment bien évaluer un produit en fonction de sa liste des ingrédients. Donc, la première étape, alors déjà, ça, c'est pas vraiment une étape, ça, c'est juste quelque chose qu'il faut connaître. La liste des ingrédients est dans l'ordre décroissante. C'est-à-dire que le premier ingrédient qui est listé, c'est l'ingrédient où il y en a le plus en quantité dans l'aliment. Et du coup, les ingrédients qu'il y a en dernier de la liste, c'est ceux où il y a en plus faible quantité. Et ça, c'est très important à comprendre, parce qu'en fait, les additifs, ce sont certes des choses qui sont très mauvaises pour la santé, mais par contre, ce sont des choses qui sont très mauvaises pour la santé en très petite quantité. Donc ça signifie en fait qu'un aliment qui contient 7 additifs, ces 7 additifs-là, en fait, ils vont être à la fin de la liste. Pourquoi? Parce que dans un aliment, un additif, je parle de vraiment un additif, il concerne peut-être à peine 0,1% de l'aliment, en termes de poids, je parle. C'est vraiment très peu. Et pourtant, ça suffit amplement pour mettre notre corps en péril au fil du temps. Mais enfin bref, ça déjà, c'est un premier gros point à comprendre, c'est que la liste est décroissante. Ce qui signifie que on va dire les aliments horribles, enfin non, les ingrédients qui peuvent faire très mal, donc les additifs, ils sont toujours à la fin. Donc ça c'est très important à comprendre. C'est-à-dire que souvent, en fait, quand on regarde la liste des ingrédients, il est plus intéressant à choisir de se focus sur la fin de la liste que sur le début de la liste. Parce que souvent, le début de la liste, on va tomber sur eau, farine de blé, je ne sais quoi, enfin bref, souvent c'est pas des choses qui posent problème. Donc déjà, premier grand point,
c'est de toujours regarder la fin de la liste. Ça, c'est la première règle, on va dire, que je donne. C'est de toujours regarder la fin de la liste pour voir s'il y a des additifs ou pas. Comment savoir si l'ingrédient est un additif? Très simple. Alors, le problème, c'est que l'industrie a le droit de juste de jouer là-dessus au niveau des étiquettes, c'est de comment ils appellent l'additif. Les additifs, en fait, peuvent être soit notés par un numéro, c'est-à-dire E avec un chiffre derrière, par exemple E131, E441, etc. À savoir que le E est en majuscule. Donc ça, c'est leur notation d'additif. Le problème, c'est que l'industrie a vite compris que les gens, quand ils voyaient E machin, souvent ils savaient que c'était un additif. Et donc, parce qu'ils ont le droit de le faire, ils ont décidé, la plupart des marques, de noter l'additif sous son nom chimique. C'est-à-dire acide citrate, acide ascorbique, etc., etc. Donc là, évidemment, ça pose un petit peu plus de problème quand il y a à noter ça. Mais alors là, du coup, quand il n'y a pas marqué de E, mais qu'il y a des additifs dans un aliment, comment reconnaître que c'est un additif? Bah, on va tout en bas de la liste, on regarde, et si on voit qu'il y a noté émulsifiant 2 points acide blablabla, ou acidifiant 2 points acide blablabla, ou même conservateur 2 points acide blablabla, bref, quand on voit qu'il y a noté un de ces mots, donc édulcorant, émulsifiant, acidifiant, conservateur, toutes ces choses-là, et que 2 points, et derrière les 2 points, on voit que c'est marqué acide, blablabla, ou je ne sais quoi, il faut directement savoir en fait que c'est un additif. Donc ça voilà, première étape, regardez la fin de la liste pour voir s'il n'y a pas des additifs. En gros, déchiffrer si l'aliment paraît sain alors qu'il n'est pas du tout parce qu'il y a plein d'additifs. Enfin bref. Et du coup, la deuxième règle, qui est un peu liée à la première, c'est que si on part dans l'optique que là, tu recherches un aliment, on va dire, bon pour ta santé physique, je dis bien physique, hein, j'en ai déjà parlé de cette différence. Si tu recherches un aliment qui est bon pour ta santé physique, qui a des bons ingrédients, qui est riche en nutriments, etc., la règle que tu dois suivre, c'est de choisir un aliment qui n'a pas plus de 5 ingrédients dans sa liste. C'est-à-dire en fait que si l'aliment que tu vas acheter a plus de 5 ingrédients dans ta liste, il y a déjà de fortes chances qu'il y ait des additifs. Souvent c'est pas rare. Donc ça c'est la deuxième règle très importante, c'est de regarder s'il n'y a pas plus de 5 ingrédients ou non dans l'aliment. S'il y a plus de 5 ingrédients, ça veut dire souvent que l'aliment va pas vraiment être bénéfique pour ton corps. Alors que s'il y a moins de 5 ingrédients, là généralement c'est un bon aliment. Donc voilà, donc rappel des deux règles. Première règle, regardez la fin de la liste pour déchiffrer s'il y a des additifs et si oui combien, parce que plus il y a d'additifs et évidemment plus c'est à éviter. Et la deuxième règle, c'est de regarder s'il y a plus de 5 ingrédients ou non, pour savoir si l'aliment est intéressant ou non. Donc voilà, donc là j'en ai fini pour cet épisode, clairement. J'espère qu'il t'a plu, j'espère que tu as appris vraiment pas mal de choses à propos du Nutri-Score. Donc le Nutri-Score est à oublier, clairement. Et à la place, il faut se tourner vers la liste des ingrédients, ça te sera bien plus bénéfique. Et tu verras que lire les étiquettes, ça s'apprend très très vite et ça prend vraiment très peu de temps. Donc là, il n'y a pas d'excuse de non, j'ai pas que ça à faire ou quoi. Ça prend vraiment très peu de temps et puis de toute façon, on achète souvent les mêmes aliments. Donc une fois qu'on a trouvé notre aliment, souvent on rachète le même. Donc ça pose plus de problème par la suite. Donc voilà. Si tu veux aller plus loin, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description qui va t'emmener vers 3 contenus gratuits audio pour pouvoir booster ta digestion et ta perte de poids. Donc c'est gratuit, tu vas voir que c'est 45 minutes de contenu qui vont vraiment t'aider puisque ça va t'aider à mettre les choses en pratique pour pouvoir avoir des résultats. Donc n'hésite pas à cliquer sur le premier lien. Et puis sinon, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.